Jongleur des mots, dompteur d'idées. Mathieu Bock-Côté, tout un spectacle cérébral. Alors, la vie politique canadienne est organisée, on le sait, traditionnellement autour du duopole entre les conservateurs et les libéraux. Les libéraux sont flanqués sur leur gauche du nouveau Parti démocratique et les deux savent s'allier, comme on l'a vu encore tout récemment. Le Parti conservateur avait connu aussi une scission au temps du Parti réformiste d'un côté et du Parti progressiste conservateur de l'autre. Il est parvenu à se réunir, mais il a connu aussi ces dernières années une scission sur sa droite qui est incarnée aujourd'hui par le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, qui peine à trouver sa place dans le débat public, mais qui continue d'exister, persuadé d'occuper un créneau légitime. Et c'est pour parler de la place du Parti populaire du Canada dans le débat public canadien que je reçois son chef aujourd'hui. Maxime Bernier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes apparu dans un contexte politiquement, votre parti, sur une scission avec le Parti conservateur, alors que le Parti conservateur semblait, encore une fois, on pourrait dire, hypnotisé par l'idée d'un consensus centriste. Le Parti conservateur, le plus il ressemblera au Parti libéral, le mieux il sera pour gouverner. Mais les circonstances ont évolué depuis la fondation de votre parti, et avec Pierre Poilievre, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il occupe une bonne partie de l'espace que vous espériez occuper ces dernières années? Non, absolument pas. Le Parti populaire a une raison d'être, une raison de vivre, parce qu'on fait de la politique vraiment différemment par rapport à nos idées, les idées qu'on prône. Par exemple, je vous entendais parler tantôt d'immigration. Bien, on est le seul parti au niveau national qui va donner toute la latitude au Québec pour choisir ses immigrants. Et on parlait de la réunification des familles. Il y a une chicane présentement entre Québec et Ottawa. Mais il faut dire aux gens, c'est quoi la définition de famille? La définition de famille pour le gouvernement du Canada, c'est la famille élargie, c'est-à-dire pas seulement le mari, la femme et les enfants, c'est les frères, les sœurs, les grands-parents. Et nous, ce qu'on dit, on va mettre un stop à tout ça. La vraie réunification des familles devrait être seulement le mari et la femme et les enfants. Donc, on va donner au Québec la pleine latitude en matière d'immigration. On est le seul parti politique qui prône l'arrêt d'immigration de masse, qui cause un problème majeur pour la société québécoise et canadienne. Vous le savez, tout comme moi, le prix des logements à Montréal est exubérant. On n'est pas capable de donner des services adéquats à notre population, que ce soit pour la santé ou l'éducation. Et là, on reçoit encore plus de réfugiés et d'immigrants. Nous, on va arrêter tout ça. On va mettre fin à l'immigration de masse. Pierre Poilievre est tout à fait d'accord avec ça. Il dit qu'il faut construire plus de logements. Et je prends ces mêmes arguments. Il dit qu'il y a 25 ans, on construisait à peu près 230 000 logements au Canada. Et aujourd'hui, on en construit à peu près 240 000. Mais pour répondre à la demande, il faudra en construire 500 000. Donc, c'est impossible. Pierre Poilievre veut s'ingérer dans les champs de compétences des provinces en dictant aux municipalités le règlement de zonage. Nous, on dit non. La solution pour régler la crise du logement, la crise de la santé et la crise de l'éducation, il faut mettre fin à l'immigration de masse. On est le seul parti qui prône cette politique-là. Et je pourrais continuer sur la guerre en Ukraine. Là, On on est y le seul reviendra, on y parti revient. qui prône Bon, OK. Ben, alors justement, ben, on y arrive parce que donc vous avez rappelé effectivement l'acte de naissance du Parti populaire, c'est sur la question de l'immigration massive au Canada, où il y avait une forme de consensus et vous avez rompu sur cette question. Ensuite, il y a une forme d'évolution de la situation politique, une évolution du contexte, mais vous avez aussi marqué une différence de fond autour de la question de la politique étrangère en marquant un désaccord avec ce qu'on pourrait appeler la politique. Vous avez marqué un désaccord avec ce qu'on pourrait appeler la politique otanesque du Canada, qui consiste à vouloir, dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, vous avez décidé de marquer un désaccord de fond aussi avec la politique étrangère canadienne. Je crois qu'on a perdu Maxime Bernier. J'y reviens dans un instant, donc je conduis à notre prochaine question le temps qu'il arrive. Donc, c'est un parti qui a créé son désaccord, en fait, qui a marqué sa naissance sur un désaccord sur la question de l'immigration massive, qui est au cœur de l'idéologie dominante au Canada, même l'idéologie constitutionnelle canadienne, de l'idéologie officielle canadienne. Mais c'est un parti qui occupe un créneau qu'on dirait ailleurs dans le monde populiste. Nous verrons si Maxime Bernier assume cette étiquette. Mais au-delà de l'étiquette populiste, il a cherché à marquer un désaccord de fond aussi avec la doctrine qui semble être celle de l'ensemble de la classe politique canadienne dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Et traditionnellement, les conservateurs en Occident
avait tendance à se définir dans le cadre otanien, hein, c'est-à-dire le cadre otanien, le cadre où l'OTAN fixe la politique de défense des démocraties qui s'y retrouvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le conflit en Ukraine? Puisque effectivement, l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN, c'est pas un détail, mais les Occidentaux veulent la défendre comme si elle était membre de l'OTAN, mais pas totalement, c'est-à-dire en refusant d'engager des troupes au sol. Et là, ça nous ramène à une question importante. Une question importante, c'est-à-dire, on a entendu Emmanuel Macron, on en parlait il y a quelques jours, dire on envisage la possibilité d'envoyer des troupes au sol. Le gouvernement canadien, pour l'instant, n'y est pas favorable, mais est-ce que cette possibilité, est-ce que cette hypothèse est encore dans le débat public? Maxime Bernier s'est clairement opposé. Est-ce qu'il est de retour avec nous? Pas encore. Donc, ce sera le cas. Bon, alors poursuivons l'analyse de la situation du Parti populaire du Canada. Donc, c'est un parti qui se situe à l'extérieur du consensus politique dominant, qui ne se présente pas simplement comme l'aile droite du Parti conservateur, mais qui se présente comme un parti d'opposition au système. Alors, il est de retour. Maxime Bernier, vous êtes de retour avec nous, je crois? Oui, merci bien. Excusez-moi. Vous m'entendez Pas de bien? souci. Oui, ben là, Ben, c'est ce qui arrive. excusez-moi, je suis sur la route et puis, bon, bien, continuons la conversation. Voilà, donc je disais, votre point de rupture au tout début, c'était la question de l'immigration. Aujourd'hui, 2024, la question le point de rupture se joue aussi sur la politique étrangère canadienne. Et donc, vous avez entendu, donc votre point de rupture aujourd'hui se joue sur la politique étrangère canadienne. Donc, de quelle manière rompez-vous, pourrions-nous dire, avec l'establishment canadien dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Bien, on l'a dit depuis le début, le Canada n'a pas d'affaire à s'ingérer dans cette guerre-là. Maintenant, on voit que c'est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Pour moi, la Russie n'est pas l'ennemi du Canada, c'est notre voisin. Je ne dis pas que Poutine est correct dans le fait d'avoir intervenu et débuté cette guerre-là. Mais ce que je dis, il faut regarder dans l'histoire. Et l'histoire nous dit que ce que Poutine nous disait depuis bien des années, nous, à l'Ouest, les pays de l'Ouest, c'est qu'ils ne voulaient pas une expansion de l'OTAN et surtout faire en sorte que l'OTAN soit aux portes de la Russie. Et actuellement, c'est ce qu'on fait en faisant la promotion de faire en sorte que l'Ukraine devienne finalement partie de l'OTAN. Et si on regarde l'histoire, en 1962, l'histoire des missiles Cuba avec Kennedy et Khrouchtchev, à cette époque-là, Kennedy ne voulait pas non plus de missiles soviétiques aux portes des États-Unis, c'est-à-dire à Cuba. Et il y a eu une entente. Mais là, aujourd'hui, Poutine nous a dit ça depuis plusieurs années. Et nous, on fait fi de ça, nous, dans l'Ouest. Et d'ailleurs, dans la fameuse entrevue qu'il a donnée avec Tucker Carlson, il a bien dit qu'il était prêt à négocier la paix. Il faut savoir aussi que les territoires du Donbass et de la Crimée ont déjà été sous la juridiction de la Russie et ces gens-là parlent russe aussi. Donc, on n'a pas à se mêler de ça. C'est dangereux pour faire en sorte qu'on ait une nouvelle guerre mondiale, une troisième guerre mondiale. Et actuellement, on devrait s'asseoir à la table et pousser les partis à négocier une entente de paix. C'est ce qu'on dit depuis le début de cette guerre-là. Mais on se fait ridiculiser au Canada parce qu'il y a seulement un narratif, c'est le narratif guerrier prôné par le Bloc québécois, par les libéraux, par les conservateurs et par tous les partis de l'establishment. Alors, vous nous dites l'Ukraine, c'est pas notre conflit. On peut entendre l'argument, mais si Vladimir Poutine demain décidait au nom de la protection des minorités russes, par exemple dans les pays baltes, d'intervenir dans les pays baltes, c'est pas inimaginable complètement. C'est un scénario qu'on peut prendre au sérieux. Les pays baltes sont membres de l'OTAN. Est-ce que dans ce cas-là, le Canada devrait dire c'est notre guerre? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, Poutine a été très clair à l'effet. Les gens qui sont pro cette guerre-là disent que Poutine est le nouveau Hitler. C'est complètement faux. Il n'a pas l'intention d'envahir l'Europe. Et ce qu'on regarde aujourd'hui, bien, les sanctions que l'Ouest a imposées aux Russes, bien, fait en sorte que ça nous nuit à nous, les pays de l'Ouest. Et on regarde l'économie russe aujourd'hui, et c'est une économie qui est en progrès par rapport à l'Allemagne et à d'autres économies. Donc, il faut dire que Poutine a fait la demande de rentrer dans l'OTAN. Moi, j'étais ministre avec le gouvernement Harper, et je me rappelle, en 2006, 2007, 2008, il y avait des discussions en haut niveau pour s'interroger si on acceptait la Russie comme un nouveau membre de l'OTAN.
Et un des fervents partisans contre la venue de la Russie dans l'OTAN était justement le premier ministre Harper. Mais, Et aujourd'hui, on voit que le Parti conservateur sous Poilievre est la même chose que sous Harper. C'est un parti guerrier qui veut finalement en arriver à continuer cette guerre par procuration contre la Russie. Et je vais terminer là-dessus. Il faut savoir que notre ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a dit la vérité il y a quelques mois en disant que le but de la guerre était un changement de régime en Russie. On n'a pas à se mais, mêler de ça. mais- C'est pas notre guerre et on ne devrait pas envoyer de l'argent et des armes là-bas. alors, vous avez répondu un peu en esquivant. Alors, vous me permettrez de reprendre la question très clairement, parce que j'entends la question du changement de régime. C'est une lubie néoconservatrice. Très bien. J'entends, il y avait une question spécifique à l'Ukraine. Admettons. Mais je vous pose la question des pays baltes. Les pays baltes sont membres de l'OTAN. Je ne dis pas que Poutine voudrait envahir l'Allemagne. Je ne dis pas qu'il veut envahir la Pologne. Je ne dis pas qu'il veut envahir la France. Je dis les pays baltes sont membres de l'OTAN. Et historiquement, si j'étais balte, si vous étiez balte, vous auriez de bonnes raisons de vous méfier de la Russie. Historiquement, vous avez de bonnes raisons quand vous êtes balte de vous dire les Russes peuvent vouloir mettre leurs pieds chez nous. Si Poutine envahit les pays baltes, est-ce que c'est la guerre du Canada dès lors, puisqu'ils sont membres de l'OTAN eux aussi? Bien, votre question, dans votre question, vous amenez la réponse parce que, considérant qu'ils sont membres de l'OTAN actuellement, effectivement, un pays qui envahit un membre de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN sont en guerre contre ce pays-là. Et effectivement, on est membre de l'OTAN, il faut respecter ça. Ma réponse à votre question, elle est oui. Mais actuellement, ce que je souhaite, c'est qu'on ne fasse pas en sorte que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Et cette guerre-là se poursuit et c'est au déprimant. Et il y a plusieurs morts de jeunes Ukrainiens qui décèdent et qui meurent à chaque jour. Il faut arrêter cette guerre-là. Mais en tant que membre de l'OTAN, oui, l'article, je pense que c'est l'article 11, si ma mémoire est bonne, s'applique. Et lorsqu'un pays membre de l'OTAN est envahi, les autres pays sont automatiquement en guerre contre ce pays-là, effectivement. Alors, vous avez raison de dire, on va le essayer, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Vous dites que c'est une guerre qui fait beaucoup de morts, très juste, mais vous comprenez, je devine, les Ukrainiens qui se défendent. C'est-à-dire, nonobstant le fait qu'on les aide ou non, vous comprenez les Ukrainiens de se défendre contre l'agression de Vladimir Poutine. De leur point de vue, peut-être les Américains les soutiennent-ils de loin, mais factuellement, ils se défendent leur terre, leur pays contre une agression étrangère. Bien, effectivement, et c'est à eux de le faire, pas à nous. Il y a plusieurs guerres qui ont lieu actuellement sur la planète et on ne fait pas partie de toutes ces guerres-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'objectif que le Canada s'est donné et que les États-Unis se sont donnés d'arriver à un changement de régime en Russie. Et ça, c'est pas de nos affaires. Donc, si les Ukrainiens, effectivement, ils doivent se battre, qu'ils se battent, mais le Canada n'a pas affaire à envoyer de l'argent et des armes là-bas. Ce n'est pas notre guerre. On prolonge cette guerre-là au détriment des deux parties. Et lorsqu'on sait que Poutine est prêt à signer une entente de paix, il était prêt il y a déjà un an, et le premier ministre de l'époque de l'Angleterre lui a suggéré fortement de ne Boris pas signer Johnson. cette entente de paix-là. Effectivement, Boris Johnson. Alors, déplaçons un peu la question. Votre parti, inscrivons-le dans le contexte global. C'est-à-dire les partis, bon, on pourrait dire qu'il y a une internationale des partis progressistes ou sociodémocrates, il y a une internationale des partis conservateurs, qui existent aujourd'hui, qui sont des partis qui sont liés en Europe, en Occident. Si on cherchait à vous inscrire sur une scène globale, et donc par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe occidentale, peut-être plus loin, quels seraient, pourrait-on dire, vos partis frères à l'extérieur de nos frontières? Bien, c'est les partis qui se battent pour la souveraineté nationale, la souveraineté de leur pays. C'est ce que fait le Parti populaire et c'est pourquoi, pour les Québécois nationalistes, on a la meilleure option. On veut que le Canada respecte la Constitution canadienne, qu'il y ait une décentralisation radicale et je pense qu'on a une position actuellement qui fait l'affaire de la grande majorité des Québécois. Pour la plupart des Québécois ou quelques Québécois, l'indépendance peut être légitime, mais pour moi, je pense que la solution qu'on doit régler la crise actuellement au Québec et au Canada, c'est une crise de non-respect de la Constitution. Donc, tous les partis politiques qui se battent pour faire en sorte de respecter leur souveraineté nationale, je regarde juste à ce qui s'est passé en Angleterre avec le vote Brexit. Ils voulaient défendre leur souveraineté nationale au détriment d'une
une organisation supranationale qui est l'Union européenne. Et nous, ben, c'est ce qu'on fait. On veut promouvoir la souveraineté du Canada et l'indépendance du Canada et ne pas être influencé par des organismes, exemples comme l'ONU, qui prônent actuellement un pacte migratoire qui fait en sorte que pour l'ONU et pour les pays qui sont d'accord avec ça, la migration devrait être normale. Pour nous, non. C'est un privilège d'être Canadien et on ne signerait pas ce pacte-là, tout comme on ne signerait pas le pacte de l'ONU sur les changements climatiques, l'accord de Paris, parce qu'on croit qu'il n'y a pas de crise climatique. Donc, défendre la souveraineté, s'il y a un parti dans un autre coin du monde qui défend la souveraineté pour ces gens, bien, on est comme eux. Ben, on va y aller assez concrètement. Donc, vous savez, il y aura des élections européennes dans quelques mois, des élections assez importantes. Il y a des partis, par exemple, en France, il y a le Rassemblement national. En Italie, il y a Frères d'Italie qui est au pouvoir, mais il y a la Ligue aussi. Est-ce que vous vous sentiriez proche, par exemple, d'un parti comme le Rassemblement national? Est-ce que c'est votre parti frère, symboliquement, par exemple, en Europe occidentale? Oui et non, parce que ces partis-là en Europe, je regarde leur plateforme, sont plutôt de gauche, sont plutôt socialistes. Et si vous regardez la plateforme économique du Parti populaire, on est plutôt pour le libre marché, la liberté individuelle, mais sur la défense des intérêts nationaux, on se rejoint. Mais si je regarde les politiques plus en détail du Front national, par exemple, c'est plutôt socialiste. Et nous, on prône plutôt la liberté individuelle et le libre marché, moins d'État qui intervient dans la vie de tous les gens, de tous les jours pour les gens. Donc, il y a des différences. Mais défendre la souveraineté d'un peuple, mais aussi promouvoir des politiques qui vont créer la richesse basée sur le libre marché. Alors, vous avez utilisé à plusieurs reprises l'expression souveraineté nationale. Vous me conduisez à une question inévitable. Si on connaît votre parcours, vous êtes un ancien du cabinet de Bernard Landry, qui n'était pas le plus tiède des souverainistes. Vous avez déjà été indépendantiste, vous ne l'êtes plus. La question que je vous poserai tout simplement, c'est pourquoi? C'est-à-dire, vous dites qu'il faut défendre le plus possible la souveraineté des peuples, l'indépendance des peuples. J'ai l'impression que d'un point de vue québécois, si vous proposez de la restauration de la Constitution, vous dites un demi ou un trois quarts de souveraineté. Pourquoi d'un point de vue québécois, vous n'êtes plus indépendantiste? Mais vous avez raison de dire que j'ai travaillé avec Bernard Landry, j'étais son conseiller législatif à l'époque, et aussi au dernier référendum, personnellement, j'ai voté oui, et je l'ai dit publiquement. Pourquoi j'ai voté oui au référendum? Comme bien des Québécois, je voulais le respect du peuple québécois, le respect de la Constitution canadienne. Je voulais que le fédéral arrête de s'ingérer dans les champs de juridiction des provinces, dont le Québec, ma province. Et par exemple, lorsque j'ai fait le saut en politique fédérale en 2006, j'avais rencontré M. Harper en 2005 et il cherchait des idées à l'époque pour plaire aux Québécois et avoir un appui au Québec. Et je lui ai dit deux choses à l'époque. La première, les Québécois sont les plus taxés en Amérique du Nord. Vous devriez leur dire que vous allez baisser leurs taxes et ça s'applique pour tous les Canadiens. Et la deuxième, je lui ai dit qu'au Québec, on a deux sports nationaux, le hockey et les référendums. Si vous voulez qu'il n'y ait pas un référendum, vous devriez respecter et arrêter de vous ingérer dans les champs de compétences des provinces. Et il a fait un discours en octobre 2005 là-dessus. Et j'ai voté oui, justement, pour avoir un gouvernement à Ottawa qui respecte la Constitution canadienne. Et je me suis aperçu que ce n'est pas le cas actuellement au Canada. Et donc, on a créé le Parti populaire et c'est le seul parti qui prône une décentralisation radicale. À votre question, vous me demandez s'il y a un référendum demain matin, quelle serait la position de Maxime Bernier? Eh bien, je vous dis, je vais continuer à me battre et je dis aux Québécois, je me bats pour vous, pour que vous ayez une place dans la Confédération canadienne. Et actuellement, je m'aperçois qu'il y a une grande majorité de Québécois qui veulent la même chose. Et voter pour le Bloc québécois, bien, c'est un peu voter pour la coalition socialiste à Ottawa, libérale, NPD et bloquiste. Les gens doivent le savoir. Le Bloc québécois, actuellement, est d'accord avec les partis à Ottawa pour la guerre en Ukraine, les changements climatiques et bien d'autres dossiers. Ils sont plutôt à gauche. Donc, si vous voulez respect de la Constitution canadienne et que le Québec soit libre de faire ses choix, que ce soit que ce soit en environnement, que ce soit en immigration ou dans d'autres sujets, le Parti populaire est là pour répondre aux besoins des Québécois et des Canadiens.
J'entends votre argument. Cela dit, je reprends vos propres mots. Vous avez dit en 95, vous avez voté oui parce que le Canada ne respectait pas les compétences du Québec, ne respectait pas son identité, ne respectait même pas sa propre constitution. Si je me trompe pas, ça n'a pas vraiment changé depuis en la matière, c'est ce que vous venez de nous dire. Donc, de ce point de vue, si s'il y a un prochain référendum demain, je ne dis pas qu'il y en a un, mais s'il y en a un, suivant votre propre discours, vous seriez conduit à voter oui encore une fois, pour rester cohérent avec ce que vous avez été. Bien, pour moi, c'est pour ça que je fais la bataille au fédéral. Il faut changer le fédéral. Il faut arrêter d'élire des gouvernements au fédéral qui sont centralisateurs, que ce soit le Parti conservateur, le NPD ou les libéraux. Donc, je fais la bataille au fédéral et je pense que c'est la meilleure façon de gagner, de changer la Constitution. Et si un référendum demain matin, bien, j'évaluerai. Mais je vous dis actuellement, je suis avec la majorité des Québécois qui en ont soupé, qui en ont marre du fédéral qui s'ingère dans les champs de compétences et surtout sur l'identité québécoise avec l'immigration. Et d'ailleurs, on est le seul parti qui dit non à la loi sur le multiculturalisme. Vous devriez demander au Bloc québécois qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils sont pour ça. Loi qui a été imposée au début par Trudeau, mais après ça, passée en législation, en projet de loi sous Mulroney, pour faire en sorte de diluer le fait français au Québec. Nous, on est contre ça. Donc, on a la solution pour les Québécois qui veulent plus d'autonomie et de la vraie autonomie. Il nous reste 2 minutes environ de questions sur un thème que vous avez abordé ces derniers temps, ce qu'on pourrait appeler la question woke, entre guillemets. Pour vous, alors on sait, le Parti libéral du Canada, c'est le wokistan, d'accord. Pour vous, Pierre Poilievre, c'est aussi le wokistan ou sur cette question, vous avez finalement plus d'accords que de désaccords? Absolument. Poilievre et aussi le Bloc québécois, c'est des partis woke. Vous avez juste à leur poser une question. Combien de sexes existent actuellement? Est-ce qu'il y a seulement 2 sexes? Moi, je vous dis oui. Posez-leur leur question. Ils ne sont même pas capables de répondre à cette question-là. Une question simple basée sur la biologie. J'aurais jamais pensé, en me lançant en politique, que dire dans un discours qu'il y a seulement 2 sexes allait créer un remous et un scandale, mais ces partis-là, c'est des partis woke et ils prônent la même idéologie. On a dit qu'il faut abolir les programmes d'équité, de diversité et d'inclusion et remplacer ça par justement la méritocratie, faire en sorte que les gens qui veulent un emploi doivent le mériter et l'inclusion est vraiment différent de la méritocratie, c'est plutôt le contraire. Donc, les partis, que ce soit le Bloc québécois ou bien M. Poilievre, ne parlent pas de ça, ne parlent pas de cette guerre culturelle qui est amenée par cette idéologie issue du marxisme. Et il faut en parler parce que cette guerre culturelle-là détruit notre civilisation. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, merci pour votre temps et nous aurons l'occasion de nous reparler, je n'en doute pas. Merci à vous. Certainement. Merci. Bonne journée.